Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo. Cette fois-ci, on va parler des chevaliers d'argent, les Silver Cent si vous préférez. L'une des particularités de cette classe, c'est d'être entre deux classes, à savoir les bronzes et les golds. Donc deux classes qui sont extrêmement populaires. Donc on va un petit peu parler de ces chevaliers et pourquoi ils sont aussi impopulaires. C'est parti. Go, go. Et donc ce que je vous propose sur cette vidéo, c'est de revenir un par un sur les chevaliers d'argent. On commence donc par ordre d'apparition, à savoir par le remarquable Misty du Chevalier du Lézard. Comme vous le savez déjà, mais Misty est français et son look est tout droit inspiré de l'héroïne de Versailles Nobara, alias Lady Oscar en France. L'une des particularités de cet arc est de nous montrer d'emblée l'un des plus puissants, à tel point que peu après sa mort, Misty sera de nombreuses fois évoqué par ses comparses. Les talents de Misty sont bien réels et met à mal Seiya sur la première partie du combat. L'épisode où il apparaît, magnifiquement réalisé par le tandem magique Shingoraki et Michimono, procure beaucoup de suspense, notamment sur la fin où il indique qu'il laisse 5 secondes de répit à Seiya avant de l'achever. A priori, Michimono a pris grand plaisir à dessiner Misty. Le personnage est également très perspicace. Par exemple, dans le manga, il ne perce pas le tour de passe-passe de Mu, mais il déjoue toutefois la tromperie de Marine. Dans le manga, Misty choisit de poursuivre lui-même les saints téléportés par Mu, sans doute blessé dans son amour-propre de ne pas avoir pu les s'ensevelir lui-même sous le mont Fuji grâce à son attaque. Bien que dans l'autre camp, Misty se présente comme un héros des Silver Saints, et sa mort laisse un goût vraiment amer. C'est probablement l'un des meilleurs personnages de cette partie. On retiendra bien évidemment son narcissisme, à tel point qu'un corps nu, oui, existe de lui en Midcloth. Notons que la traduction française lors de ce passage est assez étrange. Quel dommage d'avoir été obligé de me débarrasser de lui. C'était un brave comme il y en a peu. Oui, si cet idiot avait voulu m'écouter, lui et moi, nous aurions pu faire de grandes choses. Aucune force n'aurait pu nous résister. Malheureusement, cet entêté a voulu jouer les héros. Dommage, je l'aimais bien. Alors, lui, c'est vraiment un cas à part. Dans l'adaptation animée, généralement, on ne sort pas tellement du matériau de base. Et dans les grandes lignes, si je puis dire, le personnage ne dévie pas trop de sa trajectoire, mais il y a des exceptions, comme Shura, par exemple, du Capricorne. Et il y a Babel. Alors, Babel fait partie de ces exceptions. Pourquoi? En effet, il tue froidement le Black Swan en pensant tuer ainsi Yoga, mais en fait, non. Le manga ne s'attarde pas trop à ce personnage, et il est vaincu très facilement par Yoga. Le combat n'est pas vraiment marquant. Or, dans l'anime, déjà les pouvoirs de Babel sont beaucoup plus impressionnants, et il attaque tous les bronzes simultanément, avant que les Steel Saints n'arrivent pour casser l'ambiance. Yoga parvient à le vaincre difficilement, mais surtout, c'est la mort de Babel qu'on retient. Saori, qui vient de comprendre qu'elle est la réincarnation d'Athéna, accompagne dans la mort Babel sous une scène parfaite, et quelle réussite! C'est assez étrange ce que je veux dire, mais parmi les quelques petites différences entre le manga et l'anime, eh bien pour Moses, je préfère vraiment le design qu'il a dans le manga. En effet, il a une allure beaucoup plus digne et il paraît beaucoup moins idiot contrairement à l'anime. Sa force est remarquable et il parvient à vaincre Marine grâce à cette force physique justement bien supérieure à la normale. La colère de Pégase s'abattra aussitôt sur lui. Associé au don d'Astérion, Moses se révèle très dangereux justement à ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de nombreux débats autour d'Astérion. Avant cela, j'aime beaucoup ce personnage qui disparaît un peu trop tôt. D'ailleurs, c'est l'un des rares ennemis à véritablement vaincre Seiya sans un second round d'ailleurs.
Sa particularité est de lire dans l'esprit de ses adversaires. Dommage que l'idée n'aille pas plus loin, auquel cas il serait rebellé depuis très longtemps face au Grand Pop. Quoi qu'il en soit, cet atout lui confère une victoire sur Seiya et indirectement contre Marine lorsqu'elle fait face à Moses. Marine revient à la charge pour le vaincre. Et là, attention, Marine ne tue pas Astérion et évite les points vitaux pour qu'il puisse rentrer au sanctuaire et avertir le Grand Pop. Si effectivement le Grand Pop fait état de la situation bien plus tard à Milo, mais jamais on ne connaîtra le sort d'Astérion, d'autant qu'il fait partie d'un des rares Silver Saints à ne pas revenir dans les OAV du jeu Nikyu. Toutefois, dans l'édition Kanzenban du manga, on peut y lire son nom. Alors, peut-être est-il mort de ses blessures ou par le Pop en personne, on ne sait pas. Et pour la petite histoire, c'est à Astérion à qui l'on doit cette fameuse rumeur auquel Marine serait la sœur de Seiya, ce qui sera bien plus tard démenti. Bien que lâché quoi, Jamian marque par le sublime épisode 30 conçu par notre tandem favori. D'apparence pas forcément très flatteuse, Jamian est réellement dangereux, mais il sera hélas plusieurs fois ridiculisé, et je pense que c'est ce qu'on a retenu de ce personnage. Son nom pourrait trouver un écho au film de Damien, La Malédiction, là où il n'est pas bon de voir des corbeaux dans ce film. Le sort de Jamian est radicalement différent dans le manga, puisque défait très facilement par Shun, alors que dans le manga, le corbeau se voit confronté à la charge extraordinaire d'un phénix. Ah mais franchement, heureusement qu'il y a eu l'animé le concernant, mais vraiment. Je veux dire par là que Capella est sous-exploité dans le manga. D'abord envoyé dans le coma dès qu'il s'apprête à sortir de l'ombre par Ikki, il y réapparaît mais il est victime de son illusion. Il s'agit probablement d'un des pires châtiments qu'a eu un antagoniste. Dans l'animé, fort heureusement, il affronte Yoga et Shun, ce qui lui permet de tirer son épingle du jeu. Donc heureusement que ce rajout fut présent pour offrir à Capella une petite victoire sur Yoga avant de tomber nez à nez sur le Phénix. Redoute le pire car je vais franchir cette ligne. L'acolyte de Capella et d'Algol, si on tient compte du manga, est par contre bien plus coriace et son temps de présence est plus conséquent. Il parvient à faire vaciller un temps Ikki qui doit se battre alors à fond face à lui. Shun prend peu à peu le relais juste derrière Ikki et le vainc très facilement. Il est d'ailleurs ironique que Shun affronte dans un premier temps la chaîne du Cerbère avant de plus tard rencontrer la créature dont il est question qu'il calmera à son tour. Et nous voilà sur le terrible Algol qui est redoutable et son pouvoir le rend quelque peu singulier par rapport à tous les autres. Détenant le mythique bouclier de la Méduse, Algol transforme en pierre tous ceux qui croisent sur son regard. Dans le manga, Shun puis Yoga sont transformés en statues de pierre, tandis que Seiya remplace Yoga dans l'adaptation animée. Selon les dires d'Ikki, son Cosmo est largement supérieur à Dante et Capella. Il est même frustrant que le combat n'ait pas eu lieu. Shiryu fait face donc à ce redoutable Silver Saint et le combat propose une tension bien plus importante que les duels précédents. Hélas, le combat est tronqué par les styles saintes, mais malgré tout, on revient très vite sur Shiryu et son sens du sacrifice, parvenant à vaincre l'un de ses plus dangereux adversaires. Notons qu'il accompagne Dante et Capella dans le manga, trio absent dans l'anime, mais qui reviendra par la force des choses dans les OAV d'Hadès. Notons que Algol est incarné par une star au Japon, à savoir Akira Kamiya, la célèbre voix de Kenshiro et Ryo Saiba. Pour notre plus grande joie, il reviendra sur la licence et pas vraiment sur des petits rôles, si vous voyez ce que je veux dire. Eh oui, c'est lui le saint rattaché à Hercule et non pas Docrate ou Jao dans le film 3. Difficile de se prononcer sur ce personnage qui apparaît furtivement dans une partie où les Golds sont en train d'apparaître un à un. Si l'on en croit le Cosmos spécial, sa force est supérieure à Moses. Même constat, il apparaît bien peu. Ce que je retiens le plus chez ce personnage, c'est la traduction française hilarante de son Dead and Fly. C'était le coup préféré d'un de mes vieux copains, le coup de la fusée. Dio est originaire du Mexique, tout comme le masque que portait Dio Brando dans Jojo Bizarre Adventure. Un clin d'œil assez plus que probable lorsqu'on remarque le cœur qu'arbore Dio sur son casque. Je me rappelle encore de la surprise qu'avait suscité son apparition dans les OAV d'Hadès, puisque le personnage héritait de la voix d'une star du catch de
Yoichiro Takayama est pratiquant d'arts martiaux, soit dit en passant. Masami Kurumada appréciait réellement ses exploits, et apprécie même toujours. Un choix qui étonna à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les fans sont passés à autre chose. Les OAV d'Hades permettaient également de voir pour la première fois le visuel de son attaque recensé dans la fiche du personnage. Au-delà de ça, Sirius est également un brin arrogant, même avec Eolia, et il périra en un clin d'œil par un Seiya revanchard. Il y a certains personnages qui n'apparaissent pas longtemps, mais qui ont une importance capitale dans une intrigue. Et c'est le cas de ce personnage, vaincu très facilement par Seiya, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas été là? J'attends vos suggestions en commentaire. Un cas assez unique, le maître de Shun. Déjà, on va pas se mentir, la version animée est selon moi plus réussie que la version manga. Le problème, ce qu'il y a eu avec ce personnage, c'est que l'animé a fait apparaître très en avance lorsque Jun était au Japon pour rejoindre Shun, là où Masami Kurumada resta vague et ne fera apparaître le maître de Shun bien plus tard lors de la rencontre avec Aphrodite. Mais Albion est responsable d'une autre tragédie au sein des fans. Il fait passer Milo pour un branquignol, incapable de vaincre ce puissant Silver Saint, super classe soit dit en passant, pour ensuite profiter de l'aide en douce d'un Aphrodite. Albior est donc tué par 2 chevaliers d'or simultanément, et ça, c'est la classe ultime. Tandis que dans le manga, Aphrodite vainc probablement très facilement Daedalus, qui ressemble assez à Shura d'ailleurs. Mais bon, j'imagine que si un chevalier d'or va jusqu'à l'île d'Andromède pour affronter ce puissant Silver Saint, bah, c'est sans doute parce qu'il y a une raison, je pense. Ouais. Un autre cas bien part. Alors voilà l'histoire, récapitulons. Le premier film de Saint Seiya sort en salle. Okay. Les clauses des Ghost Saints ont été créées par Masami Kurumada. Orpheus, qui est l'un d'eux, il apparaît avec la magnifique mélodie qu'on lui connaît reprise plus tard pour le personnage de Mime. Masami Kurumada s'attaquant au chapitre de Meikai, voilà le moment idéal pour réadapter l'histoire tragique d'Orphée et d'Eurydice. En nous le présentant, Seiya n'y va pas par 4 chemins, il s'agit du légendaire Silver Saint d'Orphée, saint qui avait disparu justement suite à la tragédie d'Eurydice. Sa force serait équivalente au Chevalier d'Or. Les faits sont importants puisque Orphée parvient à vaincre le redoutable Pharaon, là où Shun et Seiya coinçaient. Et Orphée parvient à s'infiltrer au repère d'Hadès, et grâce à ses mélodies, il parvient à endormir les juges et parvient à s'attaquer directement à Hadès. Rien que ça. Notons que la mélodie d'Orpheus a été jouée par la fille de Seiji Yokoyama, à savoir Katsumata Yokoyama. Orphée permet en plus de réhabiliter cette classe, notamment au moment où l'intrigue s'en désintéressait. Je veux dire par là que les 6 chevaliers d'argent qui ont été ressuscités sur la partie d'Hadès, on ne s'y est absolument pas intéressé, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ni qui les a tués. Pour finir, les OAV du Meikai ont eu la bonne idée de faire tuer Eurydice au moment où Orphée s'apprête à aider Shun et Seiya. Alors lui, il pose beaucoup de problèmes avec le staff et les boucles actuelles. En effet, si des personnages comme Docrate sont indiqués comme faisant partie de la garde rapprochée du Grand Pop, donc pratique pour les glisser ici, Arachné, lui, il te dit clairement que c'est un Silver Saint tout le long du combat lorsqu'il fait face à Seiya. Et c'est là le problème, c'est que la constellation de la Tarentule, elle n'existe pas, bien que le taf ait peut-être voulu faire une référence à la constellation de la Dorade. Du coup, il devient un chevalier sans constellation malgré ses échanges. Bah, c'est un cheveu d'argent, mais sans vraiment l'aide, quoi, donc compliqué. Souvent détesté en raison du fait qu'il remplace un affrontement important du manga entre Ike et Shaka sur l'île de la Reine Morte. Pourtant, je vais vous faire une petite confidence, j'aime le premier épisode de leur apparition. J'aime particulièrement lorsque ceux-ci récitent leur mantra, ce qui tranche vraiment avec tous les autres personnages. Bien qu'ayant reçu l'enseignement de Shaka, il se montre particulièrement cruel. Soit dit, Shaka non plus n'est pas forcément un saint lorsqu'il souhaite achever Shun, lorsqu'il essaye. L'atmosphère est intéressante sur la toute fin du premier épisode. Ce combat semble se passer sur la paume de Bouddha. Hélas, et c'est ce qu'on retient le plus, le second épisode où les dessins de Shigeru Kawai sont particulièrement désastreux.
Notons que sur les derniers guides, Shiva et Agora ont été reclassés sur la catégorie des Silver Saints, alors que sur les DVD box, ils apparaissaient comme étant des saints sans constellation. Pour info, les croquis préparatoires de Shiva et Agora sont de Masami Kurumada en personne. Et voici enfin Spartan, ce cheval d'argent qui est... Eh non, je plaisante, c'est pas un cheval d'argent, je plaisante! Alors, il a souvent été considéré comme un chevalier d'argent, un Silver Saint, mais il faut dire que le personnage apparaissait aux côtés de Shanna et Algol dans l'anime, donc l'ambiguïté avait du sens. Mais il n'en est pas un, et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard sur lui, oui. Et je parlerai bien sûr bien plus en détail de Marine et Shanna, car il y a beaucoup de choses à dire, et je voulais le faire sur une vidéo à part. J'ai parlé volontairement des Silver Saints qui apparaissent dans le manga de la première série, bien sûr. Bien sûr, entre-temps, il y a eu ceux de Lost Canvas, ceux de Sensei Omega et même ceux de Sensei Show. Donc, si vous voulez en parler dans les commentaires, ceux qui vous paraissent les plus importants, n'hésitez pas. Voilà, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Sensei. À bientôt, ciao!